Bonjour à toutes et à tous, et merci de l'accueil que vous offrez à ces audios, qui cette année ont pour thème « Répondre à l'appel de la paix sur Terre ». Nous avons vu jusqu'ici que cela nous demande d'ouvrir notre cœur à la vérité, de penser et d'aimer comme un seul être, et de libérer ainsi nos frères et sœurs de nos propres chaînes d'attachement pour cultiver enfin un état d'innocuité, nous permettant de nous offrir à l'inconnu. Notre monde est vivant et se réinvente sans cesse. En lui, rien ne se perd, rien ne se crée, et tout se transforme, laissant entrevoir l'œuvre globale d'une paix dynamique. Un mouvement unitaire des différents règnes de la nature solidaires les uns aux autres, où la moindre stagnation irait à l'encontre de l'équilibre du tout. Être dans le mouvement et servir l'ensemble. Dans les règnes subhumains, cette obéissance au mouvement est naturelle. Ainsi, la moindre stagnation est balayée par des flux remarquablement intelligents. Nommons, pour n'en citer qu'un parmi tant d'autres, celui des prédateurs carnivores qui, guidés par leur instinct de survie, poussent au déplacement des troupeaux entiers d'herbivores, permettant ainsi aux fleurs et plantes de repousser après leur passage, évitant ainsi surpâturage, appauvrissement des sols et désertification. Alors qu'à partir d'un regard binaire, nous observons le monde selon un rapport dominant-dominé, utile, nuisible. À partir d'une vision élargie, nous voyons un seul et même mouvement en action, agissant au nom d'un équilibre global. Une magnifique série, Notre monde vivant, explore ainsi l'aspect interconnecté de la vie sur notre planète. Si le mouvement de vie empêche l'installation de l'inertie au bénéfice de l'ensemble, en tant qu'humanité, nous pourrions nous demander s'il nous faut également sans cesse être en mouvement pour participer à l'équilibre global. Et si oui, à partir de quel plan répondre de celui-ci? Car, d'un certain point de vue, l'humanité s'inscrit dans ce flux, par les migrations, les explorations, les voyages. Mais nous allons voir aujourd'hui en quoi nos problèmes actuels ne résultent pas d'un immobilisme ou d'une mobilité physique de notre part, mais d'une stagnation intérieure vécue notamment au niveau mental. En effet, riches de nos connaissances d'hier et d'aujourd'hui qui font nos cultures, nos croyances et nos traditions, nous portons collectivement et individuellement un certain regard sur le monde. Et l'on peut alors se demander si nous ne vivons pas sous l'emprise d'une fixation intellectuelle, si nous ne sommes pas mentalement figés, faisant entrave à la libre circulation du flux de vie dont la volonté est le renouvellement de toutes choses, y compris celle de notre vision de la réalité. Englués dans un certain regard, ne faisons-nous donc pas, sans le savoir, entrave à la paix sur Terre? Accueillir une vision nouvelle, non pour nous-mêmes, mais pour le salut du monde. C'est cette drôle d'idée, thème de cet audio, que nous allons aborder aujourd'hui. Dans un premier temps, nous verrons en quoi savoir que l'on ne sait pas et avoir le goût de connaître ce que nous ignorons est un premier pas pour s'inscrire dans un mouvement d'éveil à l'inconnu. Dans un second temps, nous verrons en quoi l'actualisation de notre regard sur le monde nous demande de renoncer à nos richesses intellectuelles. Puis dans un troisième temps, nous tenterons de percevoir quelle vision nouvelle s'actualise au sein de notre humanité afin d'en être consciemment témoins et passeurs.
Donc dans un premier temps, avant que le questionnement s'impose dans notre existence, durant de nombreux cycles, nous sommes plongés dans l'obscurité, sans pour autant appeler la lumière du jour, ignorant même que nous sommes en pleine nuit. Mais lorsque le questionnement s'éveille, nous aspirons à passer de l'obscurité à la lumière. La conscience de notre ignorance nous pousse alors à nous plonger dans les livres, à faire siennes les pensées de philosophes anciens ou contemporains, à nous abreuver de lectures ésotériques, scientifiques, à aller à des conférences, des colloques, et faire siennes les pensées qui élargissent notre champ de compréhension de la réalité. Et ces premières rencontres avec ces autres pensants est une réelle ouverture, qui, tout en portant quelques lumières dans le champ de notre obscurité, tel un souffle qui se propage sur les braises de notre mental, suscite en nous à en connaître davantage. C'est alors que nous poursuivons notre quête de savoir, en accumulant cas un cas de nouvelles connaissances en divers domaines. Sans toujours identifier qu'alors que nous pensons être dans l'accueil du nouveau, de par notre ouverture intellectuelle sur le monde, nous n'accueillons plus réellement une vision nouvelle. Notre point de vue quelque peu formé, voire bien formé, se trouve souvent conforté, ou tout au plus agrémenté de quelques nouveautés, mais rarement réellement bousculé. Par ailleurs, l'addition d'une multitude de points de vue de différents penseurs nous donne l'assise d'une bonne culture générale et nous laisse temporairement croire que nous avons un regard complet de la réalité. Ainsi, au nom de la vérité, parmi les infos que nous avons mémorisées, nous affirmons, à qui veut bien l'entendre ou pas, ce que nous considérons être le vrai. Mais une fois rassasiés de cette longue accumulation, se pose alors une question. Derrière cette ouverture intellectuelle, qui témoigne un certain degré d'aspiration à la vérité, n'est-il pas question d'une avidité qui, sous des airs de complétude intellectuelle, voile une creuse intériorité? Ne vivons-nous pas comme des érudits, ayant par peur de l'inconnu, mémorisé toutes les connaissances utiles pour, en cas de difficulté, sortir de notre besace une relique afin de s'assurer d'une illusoire solidité dans nos rencontres avec l'autre? Alors, une nouvelle lumière jaillit, éclairant d'une façon tout à fait nouvelle la nuit noire qui est la nôtre, dévoilant sans faux semblant l'étendue de notre ignorance. Toutes les connaissances accumulées au cours des nombreux cycles, nous ne les connaissons pas parce que nous ne les vivons pas. Entrons alors dans notre deuxième temps d'étude, à savoir la réactualisation de notre regard sur le monde et notre mise en mouvement sur le plan mental. Si nous savons intellectuellement que l'avidité nuit à l'ensemble, nous ne sommes pas toujours conscients qu'elle nuit à l'équilibre global parce qu'elle est un mouvement centripète d'accumulation qui fait barrage à l'abondance de vie. Une nouvelle étape sur le chemin qui nous conduit de l'ignorance à la vérité nous invite alors à renoncer à ce à quoi l'on tient le plus, tous les trésors accumulés, qui, bien que formant un marais stagnant dans notre cerveau, nous ont parfois permis d'obtenir une place de haut grade dans le monde des hommes, en tant que lettrés, érudits ou spécialistes. On peut alors se rappeler ici la phrase du Christ, qui nous dit qu'il est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. On retrouve également cette idée dans le rituel maçonnique, qui invite les maçons à laisser leurs métaux à la porte avant d'entrer dans le temple.
Qu'il s'agisse de l'entrée dans le royaume des cieux ou dans le temple, cela nous parle dans un cas comme dans l'autre du passage de la connaissance intellectuelle à la connaissance par l'être. Mais accepter de ne pas savoir, alors que riche de tous nos acquis, on pense savoir, est bien moins facile que lorsque l'on n'a encore rien appris. Et pourtant, nous émanciper de ces derniers est à ce stade la seule voie d'évolution possible afin de devenir ce que nous sommes essentiellement et ainsi actualiser notre vision intérieure et laisser librement circuler l'énergie d'une eau vive et vivifiante à travers notre mental éclairé. Il ne s'agit pas ici de remettre en question la nécessité des connaissances, car celles-ci sont une fondation indispensable, ni de se fermer intellectuellement au monde dans lequel nous sommes, mais plutôt de savoir qu'il existe un au-delà des dits et des écrits, qu'ils sont des portes d'entrée à travers lesquelles passer pour remonter en conscience le long du fil de vie duquel ils découlent et découvrir la vibration qui en est à l'origine. Dans cette phase d'oubli de soi, lorsque nous nous rendons à des conférences ou que nous lisons des livres, on peut clarifier l'accueil que nous faisons à celles et ceux qui partagent leur point de vue. Laissons-nous allègrement partir l'ancien par l'élargissement de notre vision ? Avons-nous rencontré un frère ou une sœur en chemin ? Ou reconnu un adelphe qui parle le même langage que nous, renforçant ainsi le réseau de notre communauté ? Ou sommes-nous dans une prompte réaction prêts à asséner notre vérité pour mettre en avant les acquis que nous avons en stock ? Ou encore dans l'insatisfaction de ne rien avoir appris de neuf et déçu de n'être point enrichi. Si tel est le cas, c'est que le neuf appelle en nous. Et plutôt que de se lamenter en reconnaissant notre avidité d'un toujours plus et de notre utilisation d'autrui à des fins personnelles, il est alors l'heure d'oser quitter la zone confortable de notre intellect, assoiffé de vie, en apprenant à cultiver le silence et dans un travail de méditation, accueillir l'inédit que nous portons intérieurement pour nous en faire un interprète. Et ainsi, cesser d'attendre que l'inconnu nous soit donné prémâché par un autre. Si les connaissances nous permettent de mieux cerner le monde dans lequel nous sommes et de mieux y vivre, elles sont avant tout un marchepied pour devenir des créateurs inscrits en conscience dans le flux de la vie. Nous découvrons alors péniblement, mais non sans joie, que la connaissance n'est pas le fruit d'une longue et besogneuse mémorisation d'une multitude de savoirs, mais celui d'une alliance vivante à un état vibratoire que nous apprenons à reconnaître puis traduire mentalement pour en relayer la lumière. Cela nous demande non seulement de renoncer à nous identifier à ce que nous savons déjà, mais également de cultiver un accueil désintéressé d'une connaissance supérieure. Car comme dit plus haut, tout intérêt personnel à la vérité empêche le curieux de s'en approcher. Mais si l'avidité nous coupe de l'essentiel et de l'enseignement qu'il offre sans retenue, la peur du changement, quant à elle, fait entrave au partage d'une vision nouvelle et ainsi à notre fonction créatrice. Car nous savons intimement qu'en traduisant mentalement nos vécus subtils, qu'en les nommant, nous sommes passeurs d'une énergie dynamique qui vient circuler à travers la substance de nos différentes instances, amenant des changements que nous ne sommes pas en mesure de prévoir. Pour ainsi dire, lorsque nous vivons l'inconnu sans le nommer, alors que notre mental est développé, nous empêchons la libre circulation de l'énergie transformatrice du milieu dans lequel nous sommes au bénéfice d'un progrès de groupe. Passer d'un sentiment d'utilité pratique au travers d'actions concrètes dirigées par un intellect bien entraîné à une action véritablement créatrice
sorte, la transformation en nous-mêmes est loin d'être évident. Il s'agit d'apprendre à quitter l'amour d'une efficacité temporaire pour s'inscrire dans le mouvement d'un souffle dont nous ignorons où il commence et où il s'arrête, en étant simultanément pleinement présent dans l'ici et maintenant et mentalement réceptif à l'inconnu, tout en osant en relayer sans crainte et sans attente ce que nous sommes en mesure d'en percevoir. Et pour cela, en renonçant à un regard émotionnel ou intellectuel du vivant, oser dépasser le seuil de la connaissance concrète pour vivre un état d'innocuité dynamique. Car c'est seulement lorsque nous sommes sans lien d'attachement à ce qui existe que le mental, libéré de l'emprise de l'avidité d'un toujours plus, peut être silencieux et répondre de sa fonction créatrice. Les vibrations des mondes informels se déversent en continu sur la trame du réseau mental de l'humanité. Et celles qui impressionnent le petit point lumineux présent dans notre propre aura, celles que nous sommes en mesure d'accueillir mentalement, nous transforment de manière imperceptible à chaque fois que nous faisons l'effort de les traduire. La vérité, en tant que principe universel qui dirige l'ensemble de nos découvertes, n'a pas pour but de donner à l'humanité le pouvoir de dominer le monde, en utilisant l'ensemble de ses connaissances pour exploiter les êtres vivants à son profit, mais de la conduire à découvrir, vivre et penser la majestueuse beauté de la solidarité des systèmes, et à partir d'une vision unitaire, rayonner l'amour sur Terre. Ainsi, toute vérité dévoilée l'est au bénéfice de notre communauté universelle. Nous pouvons dès lors comprendre combien l'état de conscience de groupe est une base pour avancer de façon juste et proportionnée sur le chemin de la vérité, car toute découverte perçue par un état de conscience égocentré nuirait tant à l'individu lui-même qu'à l'ensemble. Mais laisser place, au sein de notre conscience, à la réactualisation de la splendeur du monde, en l'éprouvant, en la devenant, est un travail impersonnel, sans limite de temps ni d'espace, ce qui demande de ne pas se laisser tromper par un regard binaire qui observe les apparences selon un parti pris. Si l'attachement à nos possessions nous maintient dans un espace d'exploration limité dans le temps, notre action mentale, lorsqu'elle est créatrice, relaie la vision illimitée d'un œil unique, laissant circuler l'énergie dynamique d'une vie plus abondante à travers des formes pensées habitées d'une expérience unitaire de notre monde vivant. Là aussi, les essais et erreurs sont multiples, car nos traductions sont imparfaites. Mais en renouvelant collectivement nos efforts, c'est un flot de vie qui se répand à travers le réseau au service de la paix sur Terre. Passons alors au troisième temps de notre étude, pour lequel nous pouvons nous demander quelle vision nouvelle de la réalité s'actualise au sein du réseau, attendant d'être éprouvée et véhiculée par l'humanité au bénéfice de l'évolution globale. Si, bien qu'encore souvent aux prises avec l'illusion que pour servir la paix, il faut se battre, ou au contraire, se murer dans nos précarés pour éviter le conflit, aujourd'hui, nous sommes des milliers à œuvrer en son nom d'une façon tout à fait nouvelle et sans toujours en être conscients. Et ceci en passant progressivement d'un regard formel du monde à une vision énergétique de notre réalité. En effet, notre sensibilité s'éveille à l'invisible, conscientisant à un niveau ou à un autre notre interdépendance vibratoire, et notre langage quotidien en témoigne. L'on parle de bonnes ou de mauvaises ondes, d'élévation du taux vibratoire d'un lieu ou d'une personne. D'ailleurs, si un lieu est plombé,
On pourra chercher à le purifier énergétiquement de ses mémoires anciennes, pour que de nouveau la fraîcheur de la vie y circule. Ainsi aujourd'hui, la maison s'entretient non seulement physiquement, mais également énergétiquement. Pour l'humain, au niveau de son corps physique, on parlera par exemple de stagnation du sang, qui entraîne douleur ou maladie, et l'on cherchera alors à le faire circuler, que ce soit par les massages, la marche, la prise d'anticoagulants, ou en médecine traditionnelle chinoise par les ventouses. Par ailleurs, de plus en plus de médecins et praticiens en santé considèrent le corps physique comme le tableau d'affichage d'états vibratoires qui passe à travers le corps éthérique et s'imprime sur le corps physique. On peut alors entendre parler de la stagnation du qi, et l'acupuncture chinoise stimulera certains points de l'épiderme dans le but de favoriser la bonne circulation de cette énergie vitale. De nombreux psychologues reconnaissent aujourd'hui les émotions comme des énergies qui disent quelque chose de la mémoire de notre histoire, et qu'il nous faut savoir les accueillir et les reconnaître pour en comprendre le message, afin que l'énergie cristallisée qui a engendré la souffrance puisse de nouveau circuler librement et retrouver ainsi un état d'équilibre intérieur. Plus largement, dans l'évolution actuelle de notre relation au vivant, nous questionnons par exemple les barrages hydrauliques que nous avons construits sur les rivières, car nous nous rendons compte qu'ils font entrave à la libre circulation de la faune et de la flore aquatique, ce qui engendre un certain déséquilibre. Plusieurs projets sont alors mis en place pour déconstruire certains de ces ouvrages et permettre ainsi aux poissons de poursuivre leur route migratoire. Ceci est également pensé lors de la construction de nouvelles routes ou autoroutes, pour lesquelles la loi prévoit aujourd'hui l'établissement de passages pour la faune afin de permettre la continuité du flux de la vie animale. Enfin, les scientifiques nous disent aujourd'hui que tout est énergie. On pense à la célèbre formule d'Einstein, E = mc2, qui nous dit que toute matière, c'est de l'énergie en mouvement. D'autres encore partagent l'idée que nous sommes dans un univers électrique, à l'origine d'un réseau énergétique complexe, dont toutes les formes, des galaxies aux particules les plus élémentaires, en sont l'expression. Pour ainsi dire, la vision que nous sommes dans un univers d'énergie invisible qui nous imprègne, nous dirige et dont nous sommes des points relais s'instille progressivement au sein de l'humanité, sans toujours dire son nom. Et ceci de la manière la plus adaptée possible à l'âge de conscience de celles et de ceux qui en reçoivent l'information. Et ce, jusqu'à dire que nous connaissons aujourd'hui une crise énergétique. Pour aller plus loin dans la reconnaissance et la découverte de la beauté de la réalité dans laquelle nous vivons, nous vous invitons à écouter le cycle de conférences de Frédéric et Patrice Brasseur, L'âme dans tous ses états, dont vous trouverez le lien dans la description. Ce cycle de conférences est une éloge à l'harmonie silencieuse de notre univers, construisant un pont entre les mondes invisibles et visibles, et les dévoilant comme un. Une vision nouvelle qui porte à travers elle le souffle de la grâce et rend hommage à la vie dans son ensemble, et sans aucun doute participe à servir la paix sur Terre. Pour conclure, nous pourrions dire que vivre notre quotidien en termes d'énergie nous demande de se mettre en syntonie les uns avec les autres, non intellectuellement mais vibratoirement, pour à partir de cette harmonique de groupe, être un complexe énergétique neutre et dynamique, en mesure d'accueillir les vibrations plus subtiles qui ne peuvent être traduites qu'à partir d'un état vibratoire unanime. Alors, par l'évocation d'un souffle commun, se déverse, à travers la construction de formes pensées de groupe, l'énergie électrique venant abreuver de sa vie le réseau éthérique planétaire. Il est toujours un au-delà qui attend d'être découvert pour que nous en soyons relais. De nombreuses lettres d'amour nous sont ainsi envoyées de l'inconnu qui nous aime déjà et qui reste cependant non ouvertes et non lues. Alors, efforçons-nous de cultiver le silence. Apprenons à penser en termes de vie en mouvement, de conscience et d'énergie, pour les accueillir, les lire et écrire à l'encre invisible
en nous et entre nous, l'amour qui nous aime et nous anime. Que nos pensées ne soient pas lettres mortes, mais habitées d'un état de conscience inclusif. Merci à vous et à bientôt.